Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, les ethnies non kanaks, les Européens, les Vietnamiens, les Japonais, les Indonésiens, les Polynésiens et d'autres, sont fiers de leur contribution à l'économie de ce pays dans le passé et encore aujourd'hui. Mais ce sont les travailleurs des ex-Nouvelles-Hébrides et des îles Salomon qui ont posé les bases de l'économie coloniale marchande et de l'économie actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Les Néo-Hébridés, quand ils sont venus ici, là, c'est dans les années 60, ils étaient même venus avant l'arrivée des Banyas, comme on dit. Souvent, l'histoire au Vanuatu racontait que les Néo-Hébridés, ils les gardaient. Et enfin, ils les surveillaient pour qu'ils ne se sauvent pas de leur campement ou quelque chose comme ça. Ce sont eux qui ont les premiers travaillé dans les plantations, dans les stations d'élevage et dans la ville de Nouméa. C'était les plantations de café, du riz. C'était vers Puebo et puis Tuo-Wegua. Mais après, avec le boom de nickel, ça commençait à l'exploitation de minières, surtout vers Canala et puis Tio, qu'on a vu la plupart des recrues qui sont basées là-bas. C'est eux qui ont aussi donné les premiers coups de baramines et de pelles sur beaucoup dans les premières mines qui ont ouvert ici. Là. Pas seulement les hommes, hein, mais il y a également les femmes qui sont recrutées. On voit bien les images, les femmes qui triaient le café ou ceux qui ont travaillé dans les mines avec les pioches, tout ça. Ce sont des Néo-Hébridés, voilà. À Nouméa et en brousse, les femmes travaillaient dans les plantations, mais également dans les familles, où elles étaient occupées aux tâches ménagères et à garder les enfants. Quand les Néo-Hébridés sont venus travailler ici, ils travaillaient sur des conditions très très dures. Il fallait couper, il fallait nettoyer et planter les cafés, etc., les cotons, les cannes à sucre. Et en dehors de ça, ils n'avaient aucun contact avec des hommes ici, là. Même avec les colons, parce que les colons, ils les mettaient sur les plantations, ni avec le peuple d'ici, les Kanaks d'ici, ils n'avaient aucun contact. Ils étaient simplement condamnés à travailler sur les champs. Bonsoir à tous. Si le commerce de la main-d'œuvre en provenance des Nouvelles-Hébrides a duré aussi longtemps, c'est en grande partie parce que les Néo-Hébridés avaient la réputation d'être des travailleurs hors pair, sérieux, efficaces et dociles. Malheureusement, ces qualités ne les ont pas mis à l'abri de certains employeurs peu scrupuleux qui n'ont pas respecté les obligations de leur contrat de travail. Tout de suite, le deuxième épisode de notre magazine sur les traces du passé, consacré à l'histoire des Vanuatais de Nouvelle-Calédonie. L'engagement des travailleurs néo-hébridés sur la Grande Terre n'a jamais été un contrat libre entre des parties égales. Ils étaient recrutés en bonne et due forme et puis dans le respect de tout recrutement, etc., parce qu'ils signaient un contrat de travail. Et d'ailleurs, voilà le contrat de travail avec l'empreinte de leur pouce. Bon, tout ça, c'était simplement une pure forme, parce que personne ne connaissait ce que c'est que les papiers d'abord, et puis en même temps aussi la lecture, etc. Donc, ils ne savaient pas du tout. Point de vue langue, ceux qui allaient les recruter, ils connaissaient par leur langue, ils agissaient par signe simplement. C'est pas comme ça qu'on pouvait comprendre ou discuter les conditions d'un travail. Mais il fallait avoir ces papiers-là pour dire que tout a été fait selon la loi. Les conditions de travail étaient très difficiles. Le travailleur était seul, le travailleur n'avait plus le soutien de sa parenté. En règle générale, le contrat de travail, qui était écrit, était détaillé. Il fixait le salaire, il fixait le nombre d'heures de travail, 10 heures pendant la saison froide, 9 heures par jour pendant la saison chaude. On ne travaillait pas le dimanche. Les conditions de nourriture étaient également fixées. L'administration
déterminer les rations qu'on devait donner aux travailleurs. L'habillement était fixé. L'employeur était tenu d'habiller le travailleur, de lui fournir des couvertures et un logement. Alors à cette époque-là, il commençait avec des contrats d'1 an, mais ensuite, renouvelable. Mais c'est surtout avec l'intention de repartir. Mais après, la question se pose, est-ce que la majorité sont repartis au Vanuatu ou est-ce que... Parce qu'il y avait une maladie de rougeole qui a ravagé également à cette époque-là la Nouvelle-Calédonie, qui a fait qu'on a perdu pas mal de ces recrues-là. La discipline était également réglementée et en cas de manquement, les travailleurs étaient emprisonnés. C'est le service de l'émigration qui était chargé de vérifier le respect des contrats de travail et de la réglementation du travail par les employeurs. Enfin, les conditions de rapatriement et la prime de fin de contrat étaient fixées dans l'ensemble des réglementations qui touchaient le travail de la main-d'œuvre émigrée. Il ne repart pas avec un salaire, il repart avec une valise, une caisse qui contient des objets de valeur. Pour eux, ce sont des objets de valeur. J'imagine que ce sont des tabacs, de l'alcool, des fusils ou des manous. Il repart avec ça. Et puis c'est à eux de partager avec... ils font en sorte que ce soit partagé avec leurs correspondants là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le lien qu'ils veulent entretenir pour qu'ils puissent continuer à recruter. Ce sont des personnes référentes pour eux. Voilà. Alors naturellement, la question se pose de savoir, en réalité, dans les stations, dans les magasins, dans les villages, dans les mines, dans les plantations, qu'est-ce qu'on faisait de ces conditions de travail qui étaient dans le contrat et dans le règlement? Il n'y a pas eu des conditions appropriées. Ils ne sont pas bien traités, ils ne sont pas bien nourris. Vu qu'ils ont été pris de force, donc de ce temps-là, c'était mange un bout de pain pour calmer la faim, allonge-toi sur un bout de planche pour passer la nuit, pour que tu sois en condition de travailler le lendemain, c'est tout. C'était marche ou crève. Voilà. Tu le fais, si tu ne veux pas le faire, tu te fais astiquer. Et si tu as la chance de te relever, tu continues ton travail. Et si tu n'as pas la chance de te relever, ben tu es bon pour le dépotoir. Ces hommes-là, ils étaient venus en toute liberté. Ils étaient conscients qu'ils allaient venir ici, là, travailler. Et puis ils allaient travailler sous des conditions bien définies, etc., etc., avec un salaire et tout. Mais en fait, en arrivant ici, ce n'était pas le cas. Ils travaillaient pour, mettons, 20 francs pour 300 francs pour l'année. Même moins que 300 francs, c'est plutôt 30 francs pour l'année. À l'époque, on commençait avec 25 francs par personne, mais ça a monté à 300. Du coup, quand il y avait une forte demande de main-d'œuvre bon marché, ça a augmenté. La réalité montre que les employeurs ne respectaient pas le contrat de travail et même que l'administration ne réussissait pas à faire respecter par les employeurs sa propre réglementation. De sorte que les travailleurs se plaignaient de ne pas être payés comme convenu, d'être maltraités et d'être payés seulement à la fin de leur contrat. Plusieurs procès eurent lieu à Nouméa, mais la justice était très indulgente et les employeurs étaient peu sanctionnés, voire pas sanctionnés du tout. Donc au total, les travailleurs étaient mal nourris, mal logés, notamment à Nouméa où de véritables taudis insalubres se développaient dans certains quartiers de la ville, notamment baie de la Moselle, et c'est là que l'épidémie de peste va se déclarer d'ailleurs. De vie, d'hébergement, de nourriture et tout ça c'est secondaire à celui qui les emploie. Lui, c'est son rendement qui l'intéresse. Conditions de santé, conditions de nourriture, c'est secondaire à la personne, disons, leur maître. Leur maître, voilà. Parce que c'était leur maître. Ce n'étaient pas des patrons, c'est des maîtres.
Et aujourd'hui, on a des patrons, mais dans le temps, il fallait obéir à un maître. D'ailleurs, actuellement, il y a, sur Thio, par exemple, il y a encore un centre minier qu'on appelle la mine des sans-culottes. Ça reste encore. Certains vieux de Thio, par exemple, qui connaissent l'endroit, ils pourraient nous dire, oui, et voilà la mine des sans-culottes. C'était par rapport, le nom a été donné à ce lieu parce qu'il y a eu les néo-hébridés qui travaillaient là, qui étaient tout simplement toujours habillés avec leur mal-mal, leur tenue traditionnelle. Ils avaient travaillé pas de pantalon, pas de chemise, ni chandail quand il fait froid, etc. Ils étaient condamnés à travailler comme ça. Donc c'est pour dire qu'ils avaient des conditions de travail très dures. L'administration n'a jamais pu faire respecter la réglementation, de sorte que les travailleurs, leurs conditions de travail dépendaient entièrement de leur employeur. Ce qui est étonnant, c'est de constater que une grande partie de ces employeurs ont assumé leurs responsabilités consciencieusement. Ces conditions d'emploi-là, et puis des conditions de travail ici-là, rappelaient l'époque de l'esclavage. L'esclavage qui était déjà aboli, mais en quelque sorte qui était encore pratiqué ici dans le Pacifique, et notamment aussi en Queensland. À cette époque-là, il y avait déjà l'abolition de l'esclavage. Alors, les administrations, est-ce qu'ils ont fait en sorte que les autres pays ne le voient pas comme des pays qui continuent à encourager l'esclavage pour mettre en place un système de recrutement bien suivi, bien contrôlé? L'État français reconnaissait que non, les conditions sont trop dures et puis qu'on revient maintenant à l'époque de l'esclavage. Et souvent l'État français il bloquait, il dit mais non, il n'y en a plus. J'interdis maintenant que les bateaux aillent là-bas, recrutent là-bas en Nouvelle-Hébride dans des conditions pareilles. Mais ça ne pouvait pas parce que les colons, ils avaient besoin de main-d'œuvre dans leurs plantations. Et quand ça s'arrêtait, c'est toute l'économie agricole qui s'arrêtait en même temps parce qu'il manquait de travailleurs. La dimension la plus injuste du commerce de la main-d'œuvre néo-hébridaise, dimension qui rapproche ce commerce de l'esclavage, c'est la mortalité des travailleurs. On considère qu'entre 10% et un quart des travailleurs néo-hébridés sont décédés pendant la durée de leur contrat. Ces taux sont supérieurs à ceux qu'on observe, par exemple, pour ceux qui sont partis lors de la Première Guerre mondiale. Ils arrivaient ici, ils étaient en tenue traditionnelle locale. Ils travaillaient avec cette tenue-là. Et quand ils travaillaient sur les mines, là-haut sur les montagnes, sur les plateaux, ils étaient toujours comme ça, habillés comme ça. Imaginez un petit peu quand il fait froid. Là-bas en Nouvelle-Hébride, ils ne connaissaient pas le froid qu'on a ici. Et puis tout de suite, aussitôt, c'est la pneumonie, c'est la grippe, c'est tout et tout. Et puis il y en a des centaines et des centaines de travailleurs qui mouraient comme ça. Le blanc, il a besoin d'esclaves. Donc il ne s'attardait pas sur la mortalité des jeunes néo-hébridés. C'est comme ça. J'imagine qu'il y a eu des mortalités qui n'ont pas été déclarées. Il n'y avait pas de feuille de déclaration de décès, non. Dans différents endroits ici, comme par exemple la plaine de Koé ou ailleurs, il y a eu des centaines de néo-hébridés qui étaient décédés. Et on ne les enterrait pas dans les cimetières communs. Non, c'était sur les plantations. Et là, actuellement, sur beaucoup de plantations ici, on ne trouve pas de plantations de café, etc. Il y a encore des corps de néo-hébridés qui sont là. Et on voudrait bien les retrouver un jour. Peut-être quelques-uns. Mais parce que ils sont nos arrière-grands-pères. Nos arrière-grands-pères. Moi, par exemple, j'ai mon arrière-grand-mère qui était venue ici
et mon arrière-grand-père également. Nous avons presque tous nos ancêtres qui sont venus ici. Alors, il y a deux raisons conjuguées qui expliquent cette mortalité. C'est des conditions nouvelles de travail et des maladies nouvelles. En plus, ces maladies étaient mal soignées. Donc, au total, les travailleurs néo-hybridés en Nouvelle-Calédonie sont morts au travail dans des proportions effroyables. La réputation de la Nouvelle-Calédonie baissa et les travailleurs néo-hybridés avaient l'habitude de dire « Nouméa no good, Nouméa no pay ». Et petit à petit, les travailleurs Nouvelles-Hébrides se détournèrent de la Nouvelle-Calédonie et allèrent travailler au Queensland et à Fidji. Après 1887, sous la pression des colons, des sociétés minières et des maisons de commerce, l'administration va accorder des permis de recrutement sous certaines conditions. Il faudra notamment qu'il y ait un médecin sur le bateau et que le capitaine accepte aussi la présence d'un commissaire du gouvernement chargé de vérifier la régularité des opérations. Enfin, l'administration devra s'assurer de la régularité de l'exécution des contrats de travail par l'employeur. Si en 1900, les travailleurs néo-hybridés sont toujours majoritaires dans le nombre de travailleurs étrangers en Nouvelle-Calédonie, ce nombre va décliner car les employeurs calédoniens auront recours à la main-d'œuvre originaire de Java et du Vietnam. Ce qui fait qu'en 1936, il reste 157 résidents originaires des Nouvelles-Hébrides en Nouvelle-Calédonie qui y habitent de façon permanente. Cette arrivée-là en masse des néo-hybridés s'est arrêtée. Comme ceux qui, par exemple, qui partaient sur la Queensland et puis à Fidji. Il y a eu ensuite une nouvelle vague des néo-hybridés qui sont venus ici à travailler. C'était l'époque du boom de nickel. Encore une fois, la Calédonie avait besoin de main-d'œuvre pour son nickel. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y a de bonnes main-d'œuvre aux Nouvelles-Hébrides. Je viens de l'île de Chepetaïma. Je suis venu ici en Calédonie parce que je travaille à la mine de Forari. Après, quand la mine de Forari l'a arrêté, le patron l'a posé question à nous, t'es qui va aller à nous. Puis voilà, on est combien? On est que 6. 6 Fanodo. 6 Néo-Hybridés qu'on est venu là en Calédonie. Te kibirna te namaigo te ura kontara na useli. Te mata Australia ni ratsude bien pitini. En 1962 là quand c'est venu ici le mois de juillet, mais il fait froid. Après j'ai demandé à la voix, la neige va tomber ici non? Non, il n'y a pas de la neige ici. Te 52,000. Quand je commençais à travailler ici, voilà, j'ai roulé au plateau. Puis jusqu'à... J'ai travaillé 7 ans là-bas, à Thio. La carrière là, c'est la montagne avant. Mais c'est moi qui ai fait ça avec son tour puis tous les copains quoi. Nous, dans les îles là-bas, on n'est que 6 seulement, sur ce territoire. Mais Padou, Tana, Ambri, Maligolo, Sando, il y a beaucoup ici. À l'époque, il y en avait à peu près 6 à 7 000 à recruter. Là-bas, ils travaillaient ici. Là. Quand j'ai arrivé sur le territoire, je ne parle pas français. Je ne parle pas bien français. Je connais seulement à manger, donner à manger, puis tu vas où? Puis voilà, c'est tout. Puis bonsoir, bonne nuit, bonsoir, puis c'est tout. Des fois, quand on va aller à un restaurant, c'est dur pour demander à manger.
Ba nangap ma banang vel selaki. Biman pi sinu karu ba teba vel selate te ma kecil na. Ante tak kusikan mani. Anya te na tidak makacil lah teba nak te lama. Anu man ba te bos. Après, je travaille à Nouméa, 1 an. Puis je repartis vers la mine de Winé. Je travaille là 20 ans. Après, je repars à Winé. Je travaille à Tontouta, la mine Tontouta. J'ai fait 8 ans là. Après, c'est là que bon, mais la mine, je vais arrêter la mine. Je vais essayer de travailler en ville. Et ensuite, on devait repartir parce que je crois à l'époque du boom de nickel a terminé. On n'a plus besoin de nous. On repartait chez vous. Bon, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont restés. Et ceux-là, ils sont encore là maintenant. Moi, quand j'ai resté ici, alors j'ai marié ici, en Calédonie. Bon, ils ont demandé à moi, ma femme, elle est née ici, nationalité française. Et moi, c'est néo-bridé. Et le maire a demandé si je peux faire les nationalités françaises. Non, je ne peux pas parce que moi, j'ai mon île, c'est moi le chef coutumier là-bas. Puis, je ne peux pas prendre nationalité française pour rester là. Puis, d'ici là, moi, c'est juste pour travailler, puis pour retourner. Anak bini te kisah tekam bini berasis nawin nan bantean sosep nan ba pistian. Anak na lelen naman leut selah na lelu ba. Ni ndoka tem nan bantean. C'est fait ici parce que mes gosses sont grandis ici, ils sont nés ici, ils sont là. Moi, j'ai laissé là l'argent, j'ai fait les deux. Quand il part à Vanuatu, il y a les sous à Vanuatu. Quand on reste là, il y a les sous, j'ai fait les deux. Aujourd'hui, la communauté vanuataise de Nouvelle-Calédonie est parfaitement intégrée au reste de la population, mais elle fait beaucoup moins parler d'elle que les autres et en connaît moins son histoire. Classée dans autres ethnies lors des divers recensements, elle est souvent assimilée aux Kanaks alors qu'elle n'en possède ni les traits ni les coutumes. Aujourd'hui, on se considère comme les premiers étrangers arrivés pour participer au développement du pays. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de foyer de Vanuatu. Les Vanuatais qui sont ici ne sont pas soudés. Ils ne sont pas aussi reconnus comme une communauté. Comme par exemple les Vietnamiens, les Wadisiens et Futuniens, les Tahitiens, etc. On ne les connaît pas. On entend parler qu'il y a quelques Vanuatais qui sont passés par là, mais en fait ils sont nombreux. Il manque un bon cadre pour vraiment les rassembler et puis faire en sorte que leur rassemblement ou leur groupe soit vraiment reconnu par les autorités de la Calédonie, et aussi bien par les autorités traditionnelles auprès des sénats coutumiers comme l'Assemblée territoriale ici. Bien sûr, ils sont intégrés totalement. Il y a des jeunes issus des familles vanuatées qui sont optés pour la nationalité française, qui sont bien intégrés. Ils sont toujours considérés comme des Vanuatais. Ils parlent Bishlama, ils mangent leur lap-lap tous les week-ends, mais ils se considèrent comme les Vanuatais, mais seulement la nationalité, c'est la nationalité française. Mais ils sont bien intégrés dans la société calédonienne. Mon fils, comme il est né ici, il a pris la nationalité française, il avait l'armée ici. Mais s'il veut pour nationalité, mais c'est bon. On a des gens qui travaillent dans la télécommunication, dans les mines, dans les hôpitaux, dans l'administration calédonienne. Vanuatais d'origine, voilà.
Il y a 1000 étudiants maintenant qui sont ici en Calédonie, aussi bien à l'université que dans les écoles des lycées et collèges en Calédonie. On se considère comme des cousins éloignés. Voilà. Aujourd'hui, on a une bonne relation. On a une bonne relation entre la Nouvelle-Calédonie et avec le Vanuatu, que ce soit à travers la coopération ou à travers les actions de fer de lance, les résolutions de fer de lance. Mais à un moment donné, ça va arriver. Il faut seulement que le Vanuatu, comme toujours, patienter, et puis à un moment donné, ça va arriver. Ça va être reconnu. Voilà, c'est la fin de notre série consacrée à la douloureuse histoire des Vanuatais. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure, pour un nouveau rendez-vous de notre magazine sur les traces du passé. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.